Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue dans Parents et amis. Aujourd'hui, j'ai le bonheur et le plaisir de recevoir Marie-Christine Bonzon. Vous la connaissez bien, elle travaille avec nous depuis plusieurs années, journaliste chevronnée, politologue spécialiste en politique américaine. Pas besoin de vous dire qu'il y a des choses à dire par les temps qui courent. Elle est basée à Washington pendant 30 ans. Marie-Christine Bonzon a été journaliste à Voice of America, correspondante pour la BBC. Elle a couvert les mandats de 5 présidents américains. Elle a commencé très jeune. George Bush père, Bill Clinton, Bush fils, Barack Obama et Donald Trump. Aujourd'hui, on va parler évidemment de la médiation diplomatique récente menée par M. Trump au Moyen-Orient, les répercussions chez lui, Nobel ou pas Nobel, l'usage de la force fédérale dans les villes américaines, les inculpations visant les personnalités en conflit avec l'administration et enfin, où en sont les sondages et ce que ça signifie pour les midterms l'an prochain déjà en 2026. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Gilles. C'est tout un programme qu'on a là. Oui, tout un programme et tout un plaisir de te retrouver comme d'habitude. Merci beaucoup. Je sais que les auditeurs apprécient beaucoup. On avait de la demande. Là. On disait, écoutez, le sujet est pas assez chaud à votre goût. Je dis, oui, mais il faut se trouver parce que Marie-Christine était s'occuper aussi, fait que c'est bien. On va prendre ça dans l'ordre. Allons-y avec ce qui est plus récent, l'accord de Trump sur Gaza. Peut-être résumer l'essentiel de ce qui a été conclu dans l'accord récent sur Gaza et quel a été le rôle plus concret du président américain. Oui, alors un rôle important de Donald Trump déjà pour commencer et de toute son administration. Marco Rubio, son secrétaire d'État bien sûr, mais aussi, on le sait maintenant, ses 2 intermédiaires non officiels, on va dire, Steve Witkoff, son émissaire spécial pour à peu près tous les conflits de la planète, y compris celui de la guerre en Ukraine, et également Jared Kushner, son gendre, le fils d'Ivanka Trump, qui avait déjà joué un rôle crucial lors de la première administration Trump en forgeant ce qu'il est convenu d'appeler les accords d'Abraham, des accords de normalisation entre Israël, Bahreïn, les Émirats arabes unis, puis ensuite le Maroc ou le Soudan. Donc un rôle important de Trump directement, et on va en parler peut-être plus en détail dans cette émission, Gilles, mais pour résumer l'accord, c'est un accord en 20 points qui a été présenté par Trump à tous les pays de la région, non seulement à Israël, mais aussi au Hamas à travers le Qatar, mais aussi à travers des pourparlers directs qui ont été faits pour la première fois entre les États-Unis et le Hamas, à travers justement ces émissaires spéciaux de Trump que sont Jared Kushner et Steve Witkoff. Alors les mesures qui ont déjà été remplies, c'est évidemment le cessez-le-feu, et ça évidemment c'est bienvenu, on ne peut que s'en féliciter de toutes parts. Le retrait des forces armées israéliennes à l'intérieur de Gaza sur une ligne définie lors de ces négociations. La restitution, bien sûr, lundi, des otages israéliens vivants en échange de la libération de 250 prisonniers palestiniens et de 1700 Gazaouis, qui étaient également détenus par les Israéliens. Et puis, pour la population de Gaza en particulier, bien sûr, très important, la reprise de l'aide humanitaire. Donc tout ça, il peut cocher sur sa liste de 20 points. Donald Trump, c'est déjà fait. D'accord ? Maintenant, certaines des mesures sont partiellement remplies, à l'heure où on enregistre, toi et moi. La restitution des dépouilles des otages israéliens sont décédés à Gaza, c'est partiellement rempli puisque de nombreuses dépouilles mentent encore à l'appel. Et puis plus tard, il y aura la formation d'une force internationale de stabilisation dont la mission sera de surveiller l'application des termes de l'accord, notamment évidemment l'une des parties les plus difficiles qui est le désarmement effectif du Hamas et la formation d'une nouvelle police palestinienne qui pourra aller prendre le relais là-bas à Gaza pour assurer l'ordre. Donc il y a d'autres phases qui sont prévues par ce plan, bien sûr, la gouvernance palestinienne, le fameux Board of Peace, c'est-à-dire le conseil d'administration de la paix qui sera présidé directement par Donald Trump, et on voit donc qu'il veut rester normalement engagé dans ce processus. Et puis bien sûr la reconstruction de Gaza où il y a beaucoup de travaux, puisque de l'aveu même de Monsieur Trump, Gaza actuellement c'est un site de démolition, si on peut dire. Alors les conversations, il faut noter que les conversations ont déjà commencé sur ces phases plus longues dans le long terme, à Sharm el-Sheikh en Égypte lundi d'ailleurs, juste après le retour des otages israéliens en Israël. Trump a rencontré donc les dirigeants de 27 pays, dont de très nombreux pays arabes et musulmans, ça va jusqu'à l'Indonésie, et
il a notamment échangé avec Mahmoud Abbas, c'est important, c'est le président de l'autorité palestinienne. Alors l'autorité palestinienne, à Washington, elle est considérée comme une institution extrêmement corrompue, extrêmement inefficace, très politisée. Mahmoud Abbas est âgé, donc beaucoup de gens à Washington, démocrates et républicains, souhaitent qu'il y ait du sang nouveau au sein de l'autorité palestinienne, et à n'en pas douter, ce sont certains des aspects que M. Trump a discuté avec M. Abbas lundi dernier. Est-ce qu'on peut imaginer, Marie-Christine, que le Hamas, n'ayant plus beaucoup de cartes dans son jeu, fait volontairement ralentir les recherches pour les dépouilles pour se garder une monnaie d'échange, ou si c'est possible que ce soit difficile tant que ça de les retrouver? Alors, il y a certainement, et c'est ce que fait valoir le Hamas, des difficultés à localiser certaines dépouilles, parce que apparemment le Hamas avait, on va dire, sous-traité l'emprisonnement, voire la torture, voire la mort de ces otages à d'autres sous-factions. Il est possible également que certaines dépouilles aient été enterrées à la suite de bombardements lors de cette guerre, notamment par les forces israéliennes. Plein de choses sont possibles, y compris la possibilité que tu évoques, c'est-à-dire que le Hamas, devant un plan de paix qui est une feuille de route essentiellement, où il reste à négocier énormément de choses, comme je le disais, qui va gouverner de Gaza déjà dans un premier temps, veuille se garder effectivement un levier, puisque essentiellement à part cela, le Hamas n'a plus de levier aujourd'hui. On a parlé de médiation, mais il y a rien. Est-ce qu'il y a quelque chose de commun avec la façon de faire américaine habituellement dans les conflits internationaux? J'imagine que non, mais ou peu. Alors, avec le phénomène qui est le Donald, c'est tout sauf traditionnel. Ouais. C'est une approche extrêmement non conformiste qu'a déployée Donald Trump et le reste de son administration. Alors certes, c'est basé sur l'intérêt des États-Unis. Il est de l'intérêt des États-Unis, bien compris, d'en finir avec cette guerre dans la région. C'est une région où Washington a des intérêts importants, des bases militaires, évidemment l'approvisionnement en pétrole, le fait de neutraliser l'Iran. Washington a des alliés très importants, Israël, mais aussi dans le monde arabo-musulman, avec des relations extrêmement complexes. Israël, les États du Golfe, la Turquie qui a joué un rôle également dans ce plan, l'Égypte, la Jordanie. Et puis c'est une guerre qui a fait dérailler ou mis en sommeil les fameux accords d'Abraham, qui forment donc l'un des bilans, la pièce maîtresse du bilan en politique étrangère du premier mandat de Donald Trump. Ce sont des accords qui ont été signés en 2020 et que Donald Trump espérait, dès son arrivée en janvier dernier à la Maison-Blanche, son retour, il espérait élargir à d'autres pays comme le Qatar, comme l'Arabie Saoudite. Mais c'est basé sur l'intérêt des États-Unis, c'est basé sur l'intérêt d'Israël et l'intérêt des autres alliés dans la région, mais évidemment Trump a manœuvré avec un style qui lui est unique, hors des cadres conventionnels de la diplomatie traditionnelle. Donc on a la politique spectacle, on a la personnalisation des contacts, on a des négociateurs très proches de Trump, je viens d'en parler, Jared Kushner, Steve Witkoff, qui peuvent, parce qu'ils ne sont pas des émissaires officiels, notamment Jared Kushner, Trump peut les utiliser, notamment pour commencer à parler avec le Hamas, qui est considéré comme une organisation terroriste, non seulement par Israël, mais également par les États-Unis. Donc c'est une première historique. On voit les États-Unis parler, mais c'est Jared Kushner et Steve Witkoff. Donc il y a une certaine distance qui est marquée. C'est une approche un peu paradoxale aussi de la part de Trump, Gilles, parce que c'est une approche qui est faite d'un grand pragmatisme et d'une rhétorique incantatoire en même temps, si vous voulez. Donc, il y a le pragmatisme dans une région qui, depuis bien avant Trump, fonctionne aux relations transactionnelles. Trump n'a rien appris ni aux Qataris, ni aux Saoudiens, ni aux Israéliens sur le plan des relations transactionnelles. Et c'est surtout, Trump est arrivé dans cette région en disant, je vais pas m'attarder sur, vous savez, ce qu'on appelle, les valeurs communes, la démocratie, etc. C'est pas forcément des pays démocratiques dans le sud de la péninsule arabique. Non, on va s'attacher
la valeur, pas les valeurs, mais la valeur que chaque participant dans ce projet, dans cette démarche, peut retirer de cet accord. Et alors la rhétorique incantatoire, c'est la rhétorique trumpienne à laquelle on est habitué. Il met l'accent sur la richesse qui peut advenir et la prospérité qui peut advenir de ce plan. On va avoir une paix pour l'éternité. Il a réglé un dossier sur des millénaires. Et bon, ça fait penser à cette citation de David Ben Gourion, le premier ministre, père fondateur de la nation israélienne, qui disait à propos d'Israël, mais là on pourrait l'appliquer à toute la région, pour être un réaliste au Proche-Orient, il faut croire au miracle. Donc, d'une certaine manière, Trump, peut-être, il ne connaît pas cette citation, mais d'une certaine manière, il semble, avec son approche non conformiste, avoir mélangé pragmatisme et rhétorique incantatoire, et est arrivé à un résultat évidemment tout à fait majeur. Et d'ailleurs, en n'hésitant pas à prendre des décisions à caractère historique pour arriver à son but, pour arriver à cet accord. Trump, je l'ai dit, a autorisé essentiellement Witkoff et Kushner à négocier directement avec le Hamas. Ça, c'est historique, comme je le signalais. Mais il a aussi accordé au Qatar un engagement des États-Unis à protéger militairement le Qatar en cas d'attaque sur son sol, le sol du Qatar. Et donc, c'est accordé au Qatar une protection militaire, une garantie de sécurité qui est semblable à celle que les États-Unis et les autres membres de l'OTAN s'accordent mutuellement. S'il y a une attaque contre la Grande-Bretagne, les membres de l'OTAN, y compris les États-Unis, avec l'article 5 de l'OTAN, ont une obligation de protection militaire automatique. C'est ce qu'a accordé en large part Monsieur Trump à l'émir du Qatar pour justement parvenir à cet accord. Dès les premières heures, des premiers jours, premières heures du désengagement, selon l'entente des Israéliens à Gaza, on s'est rendu compte que le Hamas a pris la place. Monsieur Trump a déclaré qu'ils ont reçu, les gens du Hamas, une approbation temporaire pour assurer l'ordre. Mais on a vu que ça a commencé assez carré, pour ne pas dire autre chose. Ils ont réglé quelques comptes. Alors, moi, c'est cette portion-là qui m'intrigue beaucoup. Comment peut-on espérer que les pays alliés, les pays occidentaux n'auront pas à intervenir puis vont laisser le Hamas, je ne sais pas moi, réussir à maintenir la paix? Ça semble au moins dubitatif. Oui, Trump a fait cette déclaration dans l'avion qui le ramenait aux États-Unis après cette journée historique de lundi dernier, en disant que le Hamas a reçu une approbation temporaire. Il a dit pour une certaine période de temps, pour assurer l'ordre interne à Gaza. Alors ceci ne figure pas explicitement dans le plan en 20 points. Okay. Est-ce que c'est quelque chose qui a été fait en marge par Trump, par d'autres, mais ça rejoint le problème crucial. L'un des problèmes cruciaux que je signalais encore à régler, bien sûr, c'est le problème de la gouvernance à Gaza et d'une manière générale dans les territoires palestiniens. Qui va représenter les Palestiniens à partir de maintenant? Qui va diriger le peuple palestinien à Gaza et ailleurs? Et l'une des étapes, c'était cette rencontre entre Donald Trump et Mahmoud Abbas. Il y en aura d'autres. Mais il est certain que le plus dur, d'une certaine manière, ça a été difficile d'arriver à ce cessez-le-feu, on le sait. Mais le plus dur va venir maintenant. Parce que c'est une région notoirement imprévisible, une région complexe, pleine de régimes peu reluisants. C'est une région où de nombreux accords forgés ou soutenus par les États-Unis se sont naufragés. Donc il va falloir faire des pressions sur les Palestiniens et leurs argentiers, c'est-à-dire les gens qui financent les Palestiniens. Il va falloir élargir donc les accords d'Abraham dans l'espoir effectivement de constituer une espèce de zone économique qui pourrait faciliter cette prospérité économique et l'interdépendance des intérêts économiques dans la région pour éviter ce type de conflit à l'avenir. Il va falloir savoir si Trump lui-même, qui doit présider ce fameux Conseil d'administration de la paix, va rester engagé. C'est essentiel. Le rôle des États-Unis, bien sûr, est toujours essentiel au Proche-Orient pour essayer, surtout dans le conflit israélo-palestinien, pour continuer la persuasion, puis continuer les pressions. Parce que la politique de Trump, ça a été, dans l'accomplissement de cet accord, ça a été une politique de pression maximale de tous côtés. Il faut bien se rappeler, par exemple, que Israël, c'est l'allié le plus proche des États-Unis dans la région. Or, Trump a exercé des pressions à la fois
en privé et en public, comme on sait qu'il peut le faire, Zelensky s'en souvient, Oui. sur les différents acteurs de la situation, et notamment sur Benjamin Netanyahou. Il y a eu des pressions en privé importantes. On sait que Joe Biden avait déjà utilisé ce qu'on appelle en anglais américain des four-letter words avec Monsieur Netanyahou dans des conversations privées, c'est-à-dire des mots comme to fuck, par exemple. Ouais. Et là, il y a eu non seulement ça, entre Trump et Netanyahou, ils se sont dit des mots en privé, mais il y a eu aussi des pressions publiques de la part du président des États-Unis sur le Premier ministre d'Israël. Il y a quand même cette photo extraordinaire qui a été publiée par la Maison-Blanche, une photo prise dans le bureau ovale, il y a à peine quelques semaines, dans lequel on voit le jour même, d'ailleurs, où Trump a présenté son plan en 20 points, on voit Trump tenir le téléphone sur ses genoux, et Bibi Netanyahou en train d'appeler le Premier ministre du Qatar, pour quoi faire? Pour s'excuser, pour que le Premier ministre israélien s'excuse à l'insistance du président américain pour les frappes aériennes qu'Israël avait tentées au Qatar afin d'éliminer de grands dirigeants du Hamas. Le raid aérien israélien avait échoué dans la mesure où les dirigeants du Hamas sont toujours de ce monde, mais dans la foulée, plusieurs citoyens qataris avaient été tués. Et le Premier ministre du Qatar était extrêmement remonté. On avait fait part, évidemment, à Donald Trump. Et ça a été vraiment une pression publique sans précédent d'un président américain sur un Premier ministre israélien pour signaler, non seulement au Qatar, mais aux autres pays de la région arabo-musulmans, que Trump était prêt à aller très loin dans les pressions sur Israël pour obtenir cet accord et pour créer la confiance avec les autres interlocuteurs. Il y a beaucoup de risques, mais les principaux risques là, pour la population civile et pour la légitimité d'un accord comme ça, ce sont lesquels? Les risques essentiels pour la population, bien sûr, c'est que l'une ou les deux parties directes à ce conflit, le Hamas, l'État d'Israël, rompent leur engagement. Est-ce que le Hamas en particulier va effectivement respecter sa promesse, donnée non seulement aux États-Unis mais aussi au Qatar, qui est l'un de ses principaux soutiens, il faut bien le rappeler, puisque les principaux dirigeants du Hamas vivent une vie très dorée d'ailleurs à Doha, au Qatar, la capitale du Qatar. Est-ce que effectivement le Hamas va vouloir et va désarmer? Ça, c'est l'une des menaces essentielles qui pèsent pour le moment. Et est-ce que en retour, Israël va continuer de se retirer, car pour le moment, les forces israéliennes se sont retirées, mais sont toujours à Gaza. Elles sont sur la ligne qui a été prévue par cet accord. S'il y avait la moindre escarmouche, cela pourrait mettre à nouveau le feu aux poudres, c'est évident. Et bien sûr, malheureusement, comme toujours dans ce type de conflit, ce sont les populations civiles qui sont au premier rang. On entend beaucoup, on lit beaucoup, et je fais partie de ceux qui pensent ça aussi, que Donald Trump devrait rester impliqué parce que c'est vraiment autour de lui. Je pense que les gens se sont ralliés. On a entendu beaucoup de dirigeants de la région dire, écoutez, si c'était pas de Trump, d'après moi, personne n'aurait pu réussir ce qu'il a réussi à faire. Est-ce que c'est ça? Par contre, si on regarde un peu ce que M. Trump fait dans la vie de tous les jours et dans les semaines et les mois, c'est pas quelqu'un qui s'attarde longtemps aux détails. Alors, est-ce que la crainte est réelle que M. Trump... mais c'est embêtant parce que si jamais ça va pas comme il l'espère, il dit on peut intervenir, ça peut être violent, tout ça, mais est-ce qu'on croit vraiment qu'il voudrait mettre des troupes américaines dans ce bordel? Je sais pas. J'ai des doutes. Alors c'est intéressant justement que tu parles de troupes américaines parce que l'une des annonces qui a été faite et qui ne figure pas au plan des 20 points par Trump, c'est que 200 militaires américains vont être stationnés quelque part dans la région, probablement en Israël, pour participer à cette fameuse force de stabilisation. Okay. Ce sont des militaires américains qui sont déjà dans la région. Ils viennent du Central Command, qui est basé au Qatar d'ailleurs, où les États-Unis ont une très grande base, leur plus grande base au Proche-Orient à ce jour. Ces 200 militaires vont arriver, mais évidemment Trump a pris soin, et son vice-président J.D. Vance, qui s'occupait de la communication aux
États-Unis pendant que Trump était au Proche-Orient. Dans les émissions de télévision et toutes les interviews que J.D. Vance a pu faire, le vice-président a souligné que les militaires américains ne seraient pas à Gaza et qu'ils ne seraient pas impliqués dans aucune opération purement militaire, mais simplement une observation et également la formation de la fameuse police palestinienne qui pourrait être formée, composée et dépêchée à Gaza pour assurer justement la sécurité des personnes civiles, en particulier à Gaza, des Gazaouis. Donc ça, on voit que en s'impliquant ainsi avec 200 militaires, c'est 200 militaires, mais on sait que c'est un sujet extrêmement délicat aux États-Unis, l'envoi de troupes à l'étranger, en particulier après ce que les Américains ont appelé les longues guerres ou les guerres sans fin, et on sait que Donald Trump a fait campagne et en 2016 et en 2024 contre les guerres sans fin. En disant moi je suis le candidat qui va arrêter les guerres sans fin. Ce qu'il a fait, en tout cas il avait jeté les jalons pour Joe Biden en Afghanistan par exemple, avec un plan de retrait. Donc là maintenant, si les Américains envoient des militaires américains sur place dans cette région, qu'ils soient en Israël, tout ça va devenir un petit peu plus complexe pour l'administration Trump, et cela participera certainement au fait qu'on verra Donald Trump être beaucoup plus impliqué qu'il ne l'a été dans d'autres dossiers par le passé. On voit déjà que dans l'historique de cet accord, comment cet accord s'est fait, on voit que Donald Trump, en coulisses, a été extrêmement présent dans ses démarches, comme je le disais tout à l'heure. Est-ce qu'il va tenir la distance, parce que c'est quelqu'un qui aime faire beaucoup de choses à la fois, oui. Qui est visiblement parfois un petit peu superficiel, on va dire, mais là, il a prouvé qu'il pouvait tenir la distance, puisque essentiellement, les négociations qu'on menait à l'accord de cessez-le-feu qui est intervenu avec l'échange des otages et des détenus palestiniens lundi, c'est un accord qui a commencé à être forgé juste après l'élection de Donald Trump, pendant ce qu'on appelle aux États-Unis la période de transition, de passation de pouvoir entre Joe Biden et Donald Trump. Donc il est là-dessus depuis au moins 8 mois. Dites-moi, dans le premier mandat de M. Trump, il y avait eu un cessez-le-feu. Il y en avait eu un cessez-le-feu qui avait duré 2 mois. Est-ce que je me trompe ou... Et il y a eu d'ailleurs... Mais c'est peut-être pas le même montage avec les 20 points, là, mais je sais qu'il y avait duré Non, ça c'est un montage totalement inédit, le quand même. plan de paix en question, parce que ça implique tellement de pays dans la région et en dehors de la région, comme je le disais, avec des canaux de communication particuliers, etc. Donc ça c'est... Mais par contre, pendant la période de transition, l'année dernière, on avait vu déjà un échange de une libération de quelques otages israéliens, c'est vrai. Avec un échange de prisonniers. Donc on avait eu des balbutiements, si vous voulez, de ce qui allait devenir l'accord dont nous parlons aujourd'hui. OK. Est-ce qu'un succès diplomatique comme celui de M. Trump peut changer l'image internationale de façon durable pour M. Trump? C'est difficile à dire aujourd'hui, là, mais vos compétences peuvent nous aider à voir qu'est-ce qui s'en vient. Je dirais que Donald Trump a été très moqué auparavant, que ce soit dans les milieux politiques américains et autres, ou dans les milieux médiatiques américains ou européens en particulier. Donc l'accord qui est désormais en train d'être appliqué est un accord qui a surpris dans les chancelleries, c'est évident, mais c'est un résultat, et un vrai résultat positif à mettre au crédit de Donald Trump, objectivement. Alors maintenant, aux États-Unis, vous avez des figures du Parti démocrate qui saluent cet accord, mais sans remercier Donald Trump ou sans saluer Donald Trump en particulier ou expressément. C'est le cas de Barack Obama, l'ancien président. Mais par contre, on a la rivale majeure de Donald Trump, qui est Hillary Clinton, en 2016, et Dieu sait s'il y a eu beaucoup de frictions entre eux, qui
quand même, salue expressément Donald Trump pour cet accord. Donc, les médias américains, on voit le New York Times saluer dans cet accord un exploit diplomatique majeur pour Donald Trump. Donc, les choses évoluent un petit peu. Et on voit qu'il y a au total 27 pays qui sont engagés dans ce processus, et on a vu la plupart de leurs dirigeants à Sharm el-Sheikh en Égypte lundi en fin de journée. Donc, on verra. Il y a toujours cette détestation de Trump. La détestation de Trump, elle est là, elle existe dans certains milieux, aux États-Unis et ailleurs, dans certains pays. Elle est telle que, je dirais, une réhabilitation de l'image internationale de Donald Trump est un peu improbable. Mais c'est la détestation d'un homme qui est anti-système et qui parfois un peu brutal dans son style, dans son approche. Maintenant, Donald Trump, aux États-Unis comme ailleurs, il sera jugé sur ses résultats. Oui. Et donc là, on a un résultat, c'est un cessez-le-feu dans la plus longue guerre que l'État d'Israël ait jamais conduite depuis sa création, et qu'il a obtenu en ne ménageant pas du tout le Premier ministre de cet allié très proche. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais il est certain que c'est un accord important, c'est une réussite diplomatique pour Donald Trump, sans conteste. Et quant à son image internationale, oui. On verra comment elle évolue. Nobel ou pas Nobel, Marie-Christine? Parce que je riais parce que je me disais, est-ce que je dis plusieurs personnes ont proposé Monsieur Trump, y compris lui, mais en réalité la question ça serait de savoir, on sait que il est trop tard pour la nomination 2025, de ce qu'on a compris, le Nobel a déjà été. Les nominations sont faites en novembre, dernière. En réalité, la question qu'on pourrait se poser, est-ce que les nominations au prix Nobel reflètent la réalité politique ou encore davantage des postures morales et idéologiques? Ah, ça c'est une vaste question parce que le prix Nobel le comité Nobel a un petit peu évolué au fil des décennies. Je veux dire, il est certain d'abord que a priori le comité Nobel n'en pince pas pour Donald Trump. Et donc sur le plan idéologique, sur le plan politique, on n'y est pas. Non, il n'y a pas d'harmonie entre Donald Trump et les comités Nobel. Quoi que Trump puisse accomplir en ce moment, d'ici la fin de sa présidence, il est peu probable que le comité Nobel se résoudra, je dirais, à accorder un crédit quelconque à son action. Mais bon, Trump se veut le président de la paix. Ils vendent même désormais d'ailleurs des casquettes où c'est marqué The Peace President. Mais bon, il se peut qu'il mérite le prix Nobel de la paix. Après tout, bon, il affirme qu'il a résolu déjà 8 conflits. Là encore, c'est de l'hyperbole de la part de Trump. Si on se penche véritablement sur le détail, on peut déjà dire qu'il a fait non pas 8 accords de paix ou cessez-le-feu, etc. Mais il y en a quand même 3 qui tiennent à peu près la route. Celui entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, c'est quand même 30 ans de guerre, 8 à 9 millions de morts. Le très court conflit qu'il y a eu une fois de plus entre le Pakistan et l'Inde il y a quelques mois, et ce sont des pays qui sont dotés de l'arme nucléaire. Quand même, oui. Et puis le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, c'est une guerre de près de 40 ans. Et puis maintenant, évidemment, le conflit entre le Hamas et Israël à Gaza. Durant le premier mandat, il avait supervisé un accord de paix entre la Serbie et le Kosovo. Bon, voilà. Alors, il se peut que sur le terrain, les pays en question s'affrontent de nouveau, malgré les accords. Il est vrai que Trump a aussi exercé la force armée lui-même, depuis qu'il est revenu à la Maison-Blanche. On l'a vu faire des frappes monumentales sur les installations nucléaires de l'Iran, par exemple. Il a menacé même d'utiliser la force armée contre le Groenland. En ce moment, il semble menacer le Venezuela. Mais bon, il est indéniable que Trump a déployé des efforts en vue de la paix. Alors, je crois que la meilleure des comparaisons, c'est de voir ce que le comité Nobel a fait avec d'autres présidents américains. Le dernier président américain en date à avoir reçu un prix Nobel de la paix, c'est Barack Obama. Barack Obama avait été nominé pour le prix Nobel 2009, qu'il a reçu en novembre 2009. Il avait été nominé juste après sa victoire aux élections de 2008, c'est-à-dire en novembre 2008.
Autant dire que à l'époque, Obama n'était pas encore président, il n'était pas encore à la Maison-Blanche et il n'avait rien fait en tant que président des États-Unis. C'est juste un événement, c'est un événement historique, c'est ça qu'on... Ouais. Historique aussi parce que c'était la première fois essentiellement que le comité Nobel décernait ce que j'appellerais un prix Nobel préventif, c'est-à-dire à l'avance. Un pré-Nobel et voilà, non un prix voilà, Nobel. Exactement. Donc, mais si le comité avait attendu pour juger sur pièce, il aurait vu un Barack Obama qui, lui non plus, n'hésitait pas à utiliser la force militaire. Barack Obama a continué plusieurs guerres, la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan. Il a escaladé certaines de ces guerres. Il s'est même lancé avec les États-Unis dans d'autres guerres, notamment la guerre au Yémen. Et selon un décompte d'une organisation non gouvernementale américaine, le Council on Foreign Relations, qui n'est pas un bastion trumpiste du tout, Obama a largué plus de 26 000 bombes en une seule année, l'année 2016, sur 7 pays, et ce sans l'approbation du Congrès. Les pays en question, c'était l'Irak, la Syrie, l'Afghanistan, la Libye, le Yémen, la Somalie et le Pakistan. Donc, c'était un Nobel très paradoxal qui avait été donné à Barack Obama, et lui-même d'ailleurs s'était dit très surpris, et avait dit lors de son discours à Oslo, je le sais puisque j'étais correspondante à Washington à l'époque, il avait reconnu que c'était un Nobel très controversé qui lui était donné, y compris aux États-Unis d'ailleurs, ou même sur l'aile gauche du Parti démocrate, on avait des gens qui disaient mais non, c'est complètement dingue que le prix Nobel soit donné à Barack Obama parce que c'est un tenant des guerres sans fin. Les fameuses guerres sans fin dont je parlais tout à l'heure. Donc lui-même avait reconnu la controverse dans son discours, et voilà. Alors les autres présidents américains qui ont reçu un prix Nobel, c'était évidemment Jimmy Carter, avec l'accord de paix de Camp David en 1978 entre l'Égypte et Israël. Et puis avant ça, il faut retourner à Woodrow Wilson en 1919. Pour la création de l'ancêtre des Nations Unies, voilà. Et puis alors encore plus jeune, en 1906, il y avait eu Theodore Roosevelt qui l'avait obtenu pour un accord de paix entre le Japon et la Russie. Donc voilà, on verra. Il est encore temps évidemment que Donald Trump soit nominé pour, et il l'est par plusieurs chefs d'État et de gouvernement d'ailleurs, y compris Benjamin Netanyahu, auprès du comité Nobel. Et on verra l'année prochaine. Mais je crois effectivement que le comité Nobel a déjà, dans une grande mesure, avec le Nobel qui a été accordé à Obama à titre préventif, je dirais changé de braquet et desservi sa cause. Et M. Trump n'a pas démontré tant que ça que c'est la simplicité, puis c'est juste le travail acharné qui l'intéresse, la gloire, les honneurs. Je pense qu'il haït pas ça. Oui, évidemment, ça lui ferait très plaisir, non seulement, ne serait-ce que parce qu'Obama en a eu un. Oui. Donc, mais cela dit, je dois dire que ironie de l'histoire dans cette affaire, c'est que en fait la personnalité qui s'est vue décerner le Nobel cette année, là, il y a quelques jours, c'est une alliée politique de Trump. C'est Maria Corina Machado, qui est la chef de l'opposition au régime Maduro au Venezuela. Elle vit en clandestinité dans son pays. Et objectivement, Machado n'a rien fait pour la paix dans le monde, mais elle est évidemment un porte-drapeau pour la liberté et la démocratie au Venezuela. Et d'ailleurs, elle est allée jusqu'à dédier son prix Nobel de la paix à Trump pour le soutien que les États-Unis de Trump apportent à sa cause au Venezuela. Donc c'est un espèce de retournement de situation un petit peu curieux, mais il n'a pas tellement perdu puisque l'une de ses alliés politiques a gagné. Exactement. On va parler un peu d'autres sujets, mais qui touchent toujours les États-Unis et M. Trump. Les moyens militaires aux États-Unis. Ces dernières semaines, il y a eu les débats sur l'usage de troupes fédérales, le Insurrection Act. Mais c'est quoi exactement ça? La loi contre l'insurrection, elle date de 1807, elle est encore plus ancienne que les deux présidents à prix Nobel du début du XXe siècle. Oui, c'est quoi? C'est une loi qui autorise le président des États-Unis à déployer l'armée américaine sur le territoire national, pas à l'étranger, mais sur le territoire national. Alors, dans quelles circonstances? Pour lutter ou pour mettre un terme à des troubles civils, une insurrection, une rébellion ou une obstruction grave aux lois fédérales, une privation des droits constitutionnels également. Alors, c'est pas la première fois que Trump évoque
le Insurrection Act. Il l'a évoqué pendant son premier mandat, en disant qu'il aurait peut-être pu l'utiliser ou qu'il allait l'utiliser durant les émeutes relatives à la mort de George Floyd à l'été 2020. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas utilisé à ce moment-là. Il vient de l'évoquer à nouveau pour intervenir dans des villes dirigées par des démocrates, des villes comme Los Angeles, des villes comme Chicago, des villes comme Portland en Oregon, etc. Alors, sur le plan légal, si Trump voulait invoquer le Insurrection Act, il faudrait qu'il démontre l'une des situations dont je viens de parler, c'est-à-dire l'un des motifs dont je viens de parler, des troubles civils, une insurrection, une rébellion, une obstruction grave aux lois fédérales, etc. Pour le moment, lui et son gouvernement ont avancé l'argument de l'obstruction aux lois fédérales. Il fait référence là au fait que les villes en question, Los Angeles, Chicago, Portland, etc., en général toutes les juridictions dirigées par des démocrates, qu'ils soient villes ou États d'ailleurs, sont ce qu'on appelle aux États-Unis des villes ou des États sanctuaires. C'est-à-dire ce sont les démocrates qui, gouvernant ces juridictions, décidaient, et déjà depuis longtemps d'ailleurs, dans la plupart d'entre elles, depuis des années, de ne pas appliquer aux migrants illégaux les lois fédérales sur l'immigration illégale, sur la lutte contre l'immigration illégale, et de ne pas coopérer donc, avec les autorités fédérales qui s'occupent de la lutte contre l'immigration illégale, comme ICE par exemple, c'est-à-dire le service de l'immigration et de la citoyenneté aux États-Unis, qui sont en ce moment déployés par l'administration Trump dans différents endroits des États-Unis pour débusquer les migrants illégaux qui se sont introduits par millions durant l'administration Biden et soit les envoyer devant des tribunaux pour d'éventuels crimes qu'ils auraient pu commettre ou les expulser tout simplement de retour dans leur pays. Ces villes refusent de coopérer avec les autorités fédérales et c'est l'un des arguments que Trump avance en ce moment pour évoquer, comme ça, en passant, c'est une évocation évidemment importante et lourde de sens, le Insurrection Act. Alors, il faut dire que c'est une loi qui a été utilisée plusieurs fois par ses différents prédécesseurs, républicains ou démocrates d'ailleurs, et ça va de Thomas Jefferson à Papa Bush, y compris pour des choses qui n'ont rien à voir avec ce dont on parle, c'est-à-dire ça a été utilisé pour mater des rébellions indiennes, amérindiennes, ça a été utilisé pour mater des conflits du travail. La dernière fois que cette loi de 1807 a été utilisée, ça a été par Papa Bush, George Bush le premier, pour intervenir à Los Angeles où il y avait des émeutes en 1992 à la suite de l'affaire Rodney King. Mais si vous prenez un président démocrate comme Lyndon Johnson, il l'a utilisé 4 fois pour gérer des émeutes dans différentes villes des États-Unis, Détroit, Washington, Baltimore et Chicago. Donc ça a été utilisé plusieurs fois par ses prédécesseurs, avec d'ailleurs ou sans l'accord des États où il envoyait des troupes. Mais c'est une loi qui est devenue une loi d'exception, si vous voulez, depuis qu'une autre loi a été adoptée aux États-Unis en 1878, qui est une loi qu'on appelle le Posse Comitatus et qui interdit aux forces armées américaines de participer sur le sol national à des opérations de police, et ce, sans l'aval du Congrès. C'est-à-dire que cette loi, le Posse Comitatus de 1878, limite ce type d'intervention à une autorisation expresse du Congrès. Donc, pour le moment, Trump n'a pas déployé les forces armées. Il a déployé ce qu'on appelle aux États-Unis la garde nationale. Alors, elle est un peu mal nommée et quand on ne connaît pas les institutions américaines, on comprend mal ce qu'est la garde nationale. Qu'est-ce que c'est? C'est une armée de réserve levée dans les États de la Fédération et placée sous le commandement du gouverneur. Elle est composée en général d'hommes et de femmes qui donnent un week-end par-ci, un week-end par-là. Mais pour certains, et depuis la guerre contre le terrorisme déclarée par Bush le fils, cette fois-ci, après les attentats du 11 septembre, c'est une garde nationale qui, venant de différents États de la Fédération, a été déployée jusqu'en Irak et en Afghanistan. Donc ce sont quand même des militaires aguerris pour... OK, c'est pas des scouts et guides, là.
Non, pas du tout. Mais elle n'est pas nationale dans le sens où, habituellement, elle est sous la houlette du gouverneur de tel ou tel État. Par contre, le président des États-Unis a le pouvoir, et Donald Trump l'a fait ces dernières semaines, il a le pouvoir de ce qu'on appelle fédéraliser la garde nationale dans tel ou tel État ou dans tel territoire. Il l'a fait à Washington, mon ancienne ville de résidence, il l'a fait à Los Angeles, il l'a fait à Memphis, il l'a fait à Portland en Oregon et il l'a fait à Chicago en Illinois. Alors, c'est une autre paire de manches. Washington, c'est un territoire fédéral. Donc là, sa base légale, elle est solide. Et il peut le faire sans conteste à Washington parce que Washington n'est ni un État ni une ville, c'est un territoire, c'est pour ça qu'on l'appelle le district de Columbie, c'est un territoire fédéral. Par contre, le fondement légal est beaucoup plus mouvant dans les autres villes que je viens d'évoquer parce que évidemment ce ne sont pas des territoires fédéraux. Alors il faut noter que évidemment il y a eu des recours qui sont faits par ces villes et ces États démocrates et que les décisions de Trump sur le déploiement de la garde nationale, non pas des forces armées en tant que telles mais de la garde nationale, sont bloquées par des tribunaux pour l'Oregon, par d'ailleurs une magistrate qu'il a nommée lui-même, Trump, et pour l'Illinois et pour Chicago. Et en ce moment, il y a un recours qui a été fait par le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, qui a des ambitions présidentielles pour 2028. Et là également, un magistrat a jugé pour le moment, un magistrat de première instance, donc l'affaire est loin d'être finie, que le président des États-Unis peut bien fédéraliser la garde nationale de Californie, mais qu'il ne peut pas la déployer. Donc, allez, voilà. Je voudrais qu'on parle un petit peu des inculpations et du ciblage d'ennemis à l'interne, de ce que je comprends, des affaires judiciaires. Moi, je suis un peu mêlé, fait que je vais avoir besoin de tes lumières là-dessus. On parle de Laetitia James. Ouais. Qu'est-ce qu'on sait? Quelle est la portée politique et les poursuites aussi? On parle de James Comey aussi. Alors, c'est ça. Est-ce que les inculpations... Ils sont inculpés, tous les deux. Oui, ils sont inculpés. Est-ce que c'est politisé comme inculpation? C'est-tu perçu comme ça? Oui. Absolument. Ben oui. C'est tout politique. Le contraire, mauvaise surprise. Bien sûr. Oui, alors c'est basé quand même sur des faits. Donc Laetitia James, pour rappeler à nos auditeurs, c'est la procureure de la ville de New York. Elle est inculpée donc depuis quelques jours de fraude bancaire. Parce qu'elle est accusée d'avoir menti, donc par le procureur du ministère de la Justice, elle est accusée d'avoir menti sur un prêt immobilier ou des prêts immobiliers qu'elle a pris pour acheter 2 maisons, notamment une maison située en Virginie, qu'elle a déclarée comme propriété principale, résidence principale, alors qu'elle vit bien sûr le plus quart de son temps à New York. Donc elle a menti sur la nature de cette maison pour obtenir bien sûr un prêt plus avantageux, parce que les prêts sont plus avantageux pour une proposition principale que pour une résidence près de la mer ou une autre résidence secondaire. Alors là, il y a un effet de miroir fantastique, évidemment. On est vraiment dans la saga Trump ici. C'est un effet de miroir fantastique parce que Laetitia James elle-même, en 2023, on s'en souvient, c'était l'un des procureurs qui avait inculpé Trump là à New York dans une affaire justement. Elle l'accusait de fraude bancaire. Elle accusait Trump d'avoir menti à Deutsche Bank en faisant de fausses déclarations sur la valeur de certains de ses avoirs. Donc il y a vraiment un effet miroir, d'autant que d'ailleurs Laetitia James a recruté le même avocat que Hunter Biden dans l'affaire Hunter Biden. C'est un des plus grands avocats américains et très très connecté politiquement qui s'appelle Abe Lowell. James Comey, lui, c'est qui? C'est l'ancien directeur du FBI. Alors c'est la première fois qu'un directeur du FBI est inculpé. Alors on aurait pu penser que dans un monde bien fait, Edgar Hoover, par exemple, qui a été directeur du FBI pendant des dizaines d'années et qui a littéralement terrorisé toute la classe politique américaine, démocrate et républicaine pendant des dizaines d'années en gardant dans ses petits papiers des commérages et en détruisant la vie de nombreux politiciens de cette manière et d'autres personnes, aurait été inculpé. Non, pas du tout. Edgar Hoover n'a jamais été inculpé. Mais par contre, James Comey l'est. Et il l'est, alors lui, ce qui lui est reproché par
par le ministère de la Justice de Donald Trump, il est inculpé d'avoir menti sous serment au Congrès lors d'une apparition devant le Congrès en 2020 à propos du fameux Russiagate, c'est-à-dire des allégations désormais démenties de collusion entre Donald Trump et la Russie de Vladimir Poutine pendant la campagne présidentielle de 2016. Alors, Donald Trump n'a jamais porté James Comey dans son cœur, ça n'est pas du tout un secret, comme avec Trump, c'est mis sur la place publique, oui. Et notamment parce que James Comey, tout à fait récemment, cet été, a tweeté une image assez curieuse. Il était soi-disant sur une plage, il se marchait sur la plage comme ça, et James Comey, il aurait vu des coquillages qui étaient sur la plage, sur le sable, agencés, d'une telle manière que ça formait les chiffres suivants, 86-47. Or, 86-47, en jargon de la pègre et des mauvais milieux aux États-Unis, 86 ça veut dire tuer quelqu'un, et 47 bien sûr, ça se référerait au 47e président des États-Unis. Donc c'était un tweet et une photo extrêmement curieuse que un ancien directeur du FBI a tweeté pour que tout le monde la voie, et qui faisait, semble-t-il, référence à Donald Trump et à une tentative d'assassinat contre Trump. On sait qu'il y en a déjà eu deux. Donc il n'y a pas du tout là non plus d'harmonie entre Donald Trump et James Comey. Et tous les deux, Laetitia James et James Comey, plaident non coupables et crient évidemment comme l'avait fait Donald Trump. D'ailleurs, il reprennent les mêmes arguments en disant, quand Donald Trump avait toutes ces inculpations contre lui, il disait que c'était une instrumentalisation politique du système de justice. Eh bien, Laetitia James et James Comey disent à peu près la même chose. Donc, on est là dans un effet de miroir. On est là dans une espèce de aberration, de protubérance, je dirais, qui est issue de cette frénésie de polarisation partisane aux États-Unis qui est en train de miner à peu près tout, y compris le système de justice. Je veux qu'on parle des midterms, c'est parce que ça s'en vient. Là, on l'a dit dès le départ. Aussitôt que Trump est arrivé, on a dit ça va être à surveiller dans 2 ans. Comment il va se faire comporter? Il est pressé. Alors, on a vu ça sans aucun doute. Mais par sa stature, M. Trump, et sa façon de gérer, il prend tellement de place qu'on a parfois l'impression qu'il n'y a aucune opposition démocrate. On les entend pas, on les voit pas. C'est vrai que Trump en prend beaucoup de place, là, mais comment ça va, lui, M. Trump, dans les sondages nationaux, les tendances importantes que tu vois, Marie-Christine? En ce moment, au moment où on se parle, ce jour même, on peut dire que la cote de popularité de Trump, alors en moyenne de sondage, moi je prends toujours des moyennes de sondage parce que pour différentes raisons, parce qu'un sondage en lui-même n'est pas nécessairement fiable, et aussi qu'avec Trump, bien souvent, comme je l'ai souvent signalé dans ton émission, beaucoup de sondeurs aux États-Unis ne parviennent pas à sonder l'électorat de Trump, et donc de ce fait, bien souvent, le soutien à Trump est sous-estimé. Oui. Sous-estimé, au contraire, sous-estimé, pas surestimé. En tout cas, la cote de popularité en moyenne de sondage à ce jour, c'est 45,5% de satisfaits. C'est à peu près 51,8% d'Américains qui désapprouvent l'action de Donald Trump. Il est en baisse de plus de 5 points depuis le début du second mandat. Cela dit, Trump est plus populaire en ce moment qu'au même moment de son premier mandat, c'est-à-dire en octobre, mi-octobre de 2017, il était à seulement 38,8% de satisfaits. Aujourd'hui, il est à 45,5%. Et surtout, Trump, et c'est là où la comparaison doit être faite, parce qu'on est au 2e mandat d'un président américain. Donc il faut le comparer en termes de popularité à ce qu'était le 2e mandat de Barack Obama ou de W. Bush. Biden n'ayant fait qu'un seul mandat, bien sûr. Et là, on voit que Trump est en fait plus populaire qu'Obama et W au même point de leur second mandat. Et c'est une situation qui est vraie, oui, tout à fait. Et c'est vrai depuis le 27 juillet dernier, c'est-à-dire depuis plusieurs semaines. On voit que Trump obtient une cote de popularité supérieure à Obama et à W à ce même point de leur mandat.
pour préciser, donc Obama était à 44,1% en moyenne des sondages le 15 octobre 2013, le jour où nous enregistrons le 15 octobre 2025. W, lui, le 15 octobre 2005, il faisait seulement 39,5, ça évoque une fièvre très élevée chez un malade. Et on voit que lui, Trump, est à 45,5%. Alors maintenant, si on regarde Trump dans les dossiers, c'est-à-dire les grandes questions du jour, l'économie, ça va pas du tout, puisqu'il ne fait que 40,9% de satisfaits. L'inflation, c'est encore pire, 37,9%, et pourtant l'inflation est identique à ce qu'elle était en décembre dernier. En ce moment, elle est à 2,9%. Mais il y a un ressenti chez les Américains de voir les prix augmenter et que ce ne soit pas reflété dans les chiffres. Le dossier de la Russie et de l'Ukraine, 36,3% de satisfaits seulement. Israël et Hamas, 37,3%. Et là, il faut préciser que pour le moment, il n'y a pas assez de sondages sur l'accord de paix pour pouvoir influencer cette moyenne. Mais on peut imaginer, compte tenu du brouhaha et de l'accueil largement positif, que ça pourrait le faire monter, ce qui vient de ce, entre guillemets, première étape réglée, disons. Oui, je pense qu'il y aura un petit coup de pouce dans les sondages à propos du dossier Israël-Hamas, sans nul doute. Mais bon, il ne va pas aller jusqu'à 60-70%, certainement pas, mais il y aura un petit coup de pouce. Les deux dossiers où il fait le mieux, en moyenne de sondage, c'est l'immigration et la criminalité. Il fait 46,5%, 47,9% respectivement. C'est assez constant, il me semble, ça fait un bout de temps que c'est comme ça. Ouais, mais il est quand même en baisse sur l'immigration, okay. Et ça pour une raison très simple, c'est-à-dire que si la majorité des Américains, y compris une bonne partie des électeurs démocrates, sont d'accord pour lutter contre l'immigration illégale et surtout pour résoudre ce problème que Biden a légué, c'est-à-dire les conséquences d'une politique de frontières ouvertes essentiellement pendant 4 ans, et donc ce flot de migrants illégaux qui sont arrivés aux États-Unis. Si la majorité des Américains est favorable à cela, la majorité des Américains également s'opposent à la méthode un peu brutale, on va dire, qu'utilise l'administration Trump. C'est sur les moyens que ça coince, et c'est pour ça qu'on observe une baisse quand même d'environ 4 points dans le dossier de l'immigration. Il y a quelques mois, il était encore au-delà de 50%. C'était d'ailleurs le seul dossier où il avait une majorité d'approbation, c'était l'immigration, la lutte contre l'immigration. Donc, sa popularité est supérieure à celle d'Obama et de W. Cela dit, évidemment, elle n'est qu'à 45,5%, et ça, c'est un problème pour lui et sa majorité républicaine dans le cadre des midterms, des élections de mi-mandat qui auront lieu en novembre 2026, et peut-être plus tard d'ailleurs pour J.D. Vance, qui a des ambitions, on le sait, présidentielles et qui est le mieux placé pour le moment des candidats républicains pour l'investiture du Parti républicain pour 2028, si ça continue comme ça. Est-ce que Trump et les républicains peuvent espérer conserver le Congrès dans un an? Alors, en général, historiquement, traditionnellement, non. Les élections, non. Les élections de mi-mandat, effectivement, tu as raison, perdre des pour faire court. Ouais, les élections de mi-mandat, c'est considéré par les électeurs comme américains comme un moyen de sanctionner, de taper sur les doigts du président en exercice s'ils n'en sont pas contents. Et donc, en général, oui, le président en exercice perd des sièges à la Chambre, moins au Sénat, mais à la Chambre, ou voire perd le contrôle de la Chambre ou du Sénat lors des élections de mi-mandat. Il y a une corrélation entre la popularité du président en exercice et puis les résultats des midterms, c'est évident. C'est un vote sanction. Mais la corrélation, c'est pas nécessairement en proportion. Par exemple, si on prend Obama, je te disais tout à l'heure que Obama avait en 2013, donc en octobre 2013, une cote de popularité inférieure à celle qui est aujourd'hui celle de Donald Trump. Eh bien, il avait perdu 15 sièges à la Chambre lors des élections de midterms, donc qui suivaient. Si on prend Donald Trump en 2018, il avait le même taux d'approbation, à peu près, à ce moment-là, lors des midterms, 42% comme Obama, et lui avait perdu 40 sièges, donc beaucoup plus de 2 fois plus, 3 fois plus. Donc il n'y a pas nécessairement une corrélation en termes de proportion entre la popularité ou l'impopularité d'un président et le nombre de sièges qu'il va perdre à la Chambre, mais il est évident qu'il y a une corrélation et que les Américains, si
il continue d'être mécontent de l'action de Donald Trump sur tous les dossiers que je viens de mentionner en particulier, et sur son style de gouvernance, bien sûr, ils ont à cœur de le sanctionner lors des élections de midterms et de rétablir un équilibre au Congrès, puisque en ce moment, même si leur majorité est extrêmement fine, les républicains contrôlent la Chambre et le Sénat, et les démocrates se retrouvent évidemment dans les limbes. Qu'est-ce qu'il faut, en terminant, j'irai avec cette question-là, qu'est-ce qu'il faut surveiller, Marie-Christine, dans les 6 prochains mois, les prochains mois à venir? Je dirais il y a pas mal de dossiers. D'une part, évidemment, l'accord on a avec ce sur quoi on a commencé de parler, c'est-à-dire l'accord Israël-Gaza, bien sûr, le sort de cet accord. Il y a la question de savoir si Trump va désormais se tourner vers le conflit Ukraine-Russie et vers une résolution de ce conflit et augmenter la pression, puisqu'il a, comme je le disais tout à l'heure, exercé une politique de pression maximale sur des alliés au Proche-Orient. Le fera-t-il également sur l'Ukraine et la Russie pour que ces deux pays parviennent à une résolution. Regardez également, garder un œil sur, bien sûr, la grande relation, c'est-à-dire et l'obsession, bien sûr, de tous les présidents américains depuis au moins W. Bush, c'est-à-dire la relation avec la Chine. On sait qu'il est possible que Trump et Xi Jinping se retrouvent et se rencontrent, en fait, en marge d'un sommet en Asie dans quelques jours. On verra si cela est vrai, puisque les deux pays sont encore dans un bras de fer autour des tarifs douaniers. L'affaire Epstein, ça, c'est une des affaires qui peut jouer justement sur les résultats des midterms de 2026, s'il y a des révélations concernant Trump et Epstein, ou des révélations concernant par exemple Bill Clinton. Il doit y avoir quelques journalistes qui sont là-dessus, parce que c'est... oui, il y en a pas mal. Toi qui connais très bien le métier, j'imagine qu'il y a des gens qui sont presque à temps plein là-dessus pour trouver quelque chose. Ouais, et puis surtout, c'est qu'il y a des gens dans la base MAGA, c'est-à-dire la base de Make America Great Again, qui est le mouvement de Trump, parce que ça va bien au-delà du Parti républicain, son mouvement, qui sont vraiment pas contents envers Trump à propos de l'affaire Epstein, parce que Trump avait promis, c'était une promesse électorale, de divulguer le dossier Epstein, qui est au ministère de la Justice, et il ne l'a pas fait. Ce qu'il faut suivre aussi, c'est évidemment l'évolution de l'économie américaine. Est-ce qu'elle va se dégrader ou non? Et ça jouera pour les midterms. Pour le moment, l'économie américaine se porte relativement bien. Il y avait évidemment des augures de mauvais présages quand Trump s'est lancé dans sa politique tous azimuts concernant les tarifs douaniers. Mais en fait, on constate que le chômage est bas, que les salaires sont en hausse, que le PIB se porte bien à 3% et que l'inflation, comme je le disais tout à l'heure, est similaire à ce que Biden a laissé de 2,9% en décembre dernier. Mais si, par hasard, notamment dans la relation avec la Chine, les tarifs douaniers reprennent le devant de la scène et ont un impact véritablement sur l'économie américaine, ça, il faudra suivre pour les midterms. Et puis, je dirais, il faut suivre cet événement qui a eu lieu, l'assassinat de Charlie Kirk, il y a quelques semaines. Charlie Kirk, c'était aussi non seulement quelqu'un d'évangélique, on l'a vu, il avait un impact absolument incroyable, même à l'étranger, pas seulement aux États-Unis, mais c'était aussi un opérateur politique qui avait joué un rôle crucial dans la mobilisation du vote en faveur de Donald Trump l'an dernier, notamment auprès des jeunes. Et donc, maintenant que Charlie Kirk n'est plus, on va voir si Turning Point USA et Turning Point Action, ces deux organisations à Charlie Kirk, vont pouvoir reprendre le flambeau et continuer à mobiliser les jeunes en faveur de Trump. Et ça sera important non seulement pour les midterms, mais aussi pour la présidentielle. Et puis enfin, je dirais, il faut regarder la santé de Donald Trump, parce que, et on sait que c'est important puisqu'on l'a vu avec Joe Biden et les révélations désormais confirmées aujourd'hui du déclin cognitif de Joe Biden, c'est important. Donald Trump a 79 ans. Or, il y a à peine quelques jours, avant de se rendre au Proche-Orient, il a effectué un nouveau check-up. Il avait déjà fait un check-up il y a quelques mois, il vient d'en faire un deuxième en tant que président. Donc c'est assez rare d'en faire pour un président américain, de faire 2 check-ups dans la même année. Les résultats de ce check-up médical ne sont pas encore fournis. Il y a eu beaucoup d'informations qui ont été fournies sur les tests, les examens qu'il a fait il y a quelques jours, mais pas sur les résultats. Le premier check-up avait révélé une insuffisance veineuse, notamment au niveau des jambes. Et au niveau des extrémités, les mains, les jambes. Et donc ça, il faudra le suivre parce que on le sait que Donald Trump avait fait de la santé à la fois physique et mentale de
Joe Biden oui. un argument de campagne, bien sûr, et à n'en pas douter, si la santé de Donald Trump se dégradait, ce qui n'est pas encore le cas visuellement, on le voit en pleine santé, il vient d'effectuer un aller-retour oui. de 12 000 miles et le lendemain il était en train justement de recevoir le président argentin, puis de remettre la médaille de on la dit qu'il dort pas beaucoup, à titre posthume à Charlie Kirk. On dit qu'il dort pas beaucoup. Oui, non, il dort 4-5 heures par nuit à peine. Mais si sa santé venait à se dégrader, à n'en pas douter, l'opposition démocrate qui a pour le moment manque de leader, manque de messages, et on verra d'ailleurs ce week-end si elle arrive à continuer à soutenir le mouvement de protestation No Kings, puisqu'il y a de grandes manifestations qui sont prévues notamment à Washington ce week-end. On verra si cela se confirme. Mais à n'en pas douter, l'opposition démocrate évidemment sautera sur les problèmes de santé éventuels de Donald Trump pour faire valoir qu'il est temps qu'il passe la main. Merci Marie-Christine pour tes lumières. C'était vraiment précieux, nuancé, limpide. Merci. Quel talent! Quel talent! Faut pas que t'arrêtes, hein? Faut jamais. Ah mais je ne m'arrête pas. On continue.